Les Échos ont fait une vidéo sur Ubisoft de 15 minutes. Pourquoi Ubisoft déçoit tout le monde? Business Drama, c'est leur série là, elle est bien. Alors, voyons voir. Pourquoi Ubisoft déçoit tout le monde? En tout cas, il y a une des raisons que moi je connais, c'est que je suis très déçu des gens qui ne sont pas abonnés à Hardis TV. Et j'en ai vu un commentaire qui disait genre « Tu es dans mes recommandés tout le temps, pourquoi m'abonner alors que du coup j'ai tout ce que je veux tout le temps ?» Mais pour soutenir, si tu aimes bien ce que je fais, parce que plus j'ai d'abonnés, plus je vais pouvoir prendre des sponsors et faire des prods en stream qu'aujourd'hui je ne peux pas faire. Et du coup ce sera pareil, tu auras mon contenu recommandé, sauf qu'en plus du coup tu fais grandir mon nombre d'abonnés, ce qui fait que je peux faire des trucs mieux après encore. Voilà, abonnez-vous à Hardis TV. On veut le cadre des 100 000 abonnés pour mon monteur. Alors, pourquoi Ubisoft déçoit tout le monde? C'est la petite série business drama de Les Échos qu'on avait déjà regardé en live et qui est très bien. Faut qu'on y aille. Rayman, Assassin's Creed, Prince of Persia. Ce sont des jeux vidéo, fin de la vidéo. J'adorerais que Les Échos fassent ce genre de blague. Malheureusement, ils sont trop sérieux. C'est terrible. Lapin crétin, Just Dance. Ces franchises connues dans le monde entier viennent toutes du même studio français. Just Dance, je trouve ça ahurissant qu'il n'y ait pas eu une plus grosse scène e-sport en vrai. En vrai de vrai. Parce que c'est Prom Dog bien et ça pourrait être un e-sport qui parle à des gens qui sont pas des gros gamos de base, tu vois. Et je pense sincèrement qu'il y a un énorme potentiel e-sport qui a été untapped avec Just Dance, non ironiquement. Ubisoft. On va vous raconter l'histoire d'un fleuron de l'industrie du jeu vidéo. Quand on lance un jeu Ubisoft, on sait qu'on va avoir un monde absolument sublime. Il y a 10 ans, il nous aurait demandé de marcher sur la braise, ça aurait marché quoi. Qui a perdu beaucoup de points de vie. Vraiment beaucoup. Peut-être là, on arrive au bout de ce que l'entreprise est prête à prendre comme risque. Ces derniers temps, Ubisoft a déçu. Ces joueurs déjà qui ont boudé. Mais au contraire, je trouve qu'ils en prennent pas assez des risques, non? Attendez, parce que là c'est juste un extrait d'interview en 2 secondes, mais j'ai plus l'impression que le problème c'est qu'il n'y a justement aucune prise de risque. Ces derniers jeux. Avatar Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws ou Skull and Bones, aucun de ces jeux, sortis en 2023 et 2024, ne s'est vendu. Ubisoft a même dû débrancher les serveurs. Après, moi, à chaque fois que j'ai dit ça, on a dit que j'étais un sale vendu et que c'est parce que j'allais avoir une OP ou je sais pas quoi, machin. Mais je suis prêt à mourir sur cette colline. Skull and Bones, le jeu là de pirates de Ubisoft, était chouette. Voilà. Alors, je sais que tout le monde a fait des vidéos pour chier dessus, pour machin, pour nanana. Attention, vous ne m'avez pas entendu dire Skull and Bones est une révolution du jeu vidéo sur lequel je passe 17 heures par semaine. Mais vous m'avez entendu dire que Skull and Bones est un jeu chouette. Tu l'installes, tu fais tes games, tu termines le truc de base et tout, et t'as passé un bon moment. Prom Dog, je mourrai sur cette colline, cette opinion est réelle ainsi que basée. Serveur de son jeu X-Defiant, en licenciant au passage 277 salariés. Et en parlant des salariés, eux aussi ont été déçus par le studio. Ce que nous remettons en question, c'est la manière dont cette décision a été prise et communiquée. Après, vraiment, genre j'ai l'impression que chez les dirigeants d'Ubisoft, on vient de voir l'image là à l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à littéralement marcher sur un tapis de clous plutôt que de sortir Rayman 4, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont qu'une seule chose à faire à mes yeux. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est sortir un putain de Rayman 4. Mais je sais pas, ils sont prêts à manger du verre à la place, je sais pas pourquoi ils refusent catégoriquement de sortir un putain de nouveau jeu Rayman comme Rayman 3, tu vois, qui était un absolu banger, je sais pas. Mais pourquoi Ubisoft déçoit tout le monde ? Pour raconter Ubisoft, Bon, petit retour Les Échos. Alors ça va faire le mec qui se prend pour je sais pas qui, mais en vrai de vrai, genre très bonne vidéo. Pour l'instant bien montée et tout. Par contre 1 minute 24 d'intro les gars, par pitié. Genre allez, genre la moitié était coupable. C'est pas que c'était inintéressant, mais vous pouvez le développer plus tard. on a décidé de créer un petit personnage de jeu vidéo, Ubi. Comme tout perso, Ubi a une jauge de vie. Elle se remplit et se vide au gré des situations rencontrées. Pour comprendre comment Ubi est arrivé tout en bas, on va faire un petit retour en arrière. Ah non, c'est encore pas... Putain, 2 minutes d'intro. Ubisoft, c'est une histoire de réussite à la française et même à la bretonne. Ubisoft est né dans le Morbihan de l'imagination de 5 Je frères. savais même pas. Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot. Les frangins héritent d'une société de produits agricoles familiale. À partir de ce patrimoine, ils fondent en 1986 une entreprise à l'opposé de l'agriculture, Ubisoft. Désolé les Bretons, Ubisoft ne signifie pas Union des Bretons indépendants, comme la légende le dit, mais ubiquité. Ah Ubisoft, au-delà des frères Guillemot, c'est dès le début une grande famille. Montreuil, Pour sous-bois. concevoir le premier jeu, déjà, les dirigeants louent un château situé dans la forêt de Merlin l'Enchanteur.
Ils réunissent un max de développeurs. Mais comment c'est le type le plus donjon et dragon pile de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre vraiment pauvre, tu es avec tes potes dans le château de la forêt de Brocéliande, tu as un chapeau de mage. Je veux bien être un gros nerd, mais quand même les gars. Développeurs qui vont bosser jour et nuit pour drôle. sortir Iron Lord en 1989. Puis cette grande famille va sortir son premier banger. Ubisoft Incroyable. vraiment a percé grâce c'est notamment à Conquerax. Rayman que j'ai ici. Rayman, c'était la première véritable licence très très forte qui s'est exportée vraiment à l'international, qui s'est super bien vendue. On est en fin 95. Axel Nizar, plus connu sous le pseudo Conquerax, est streamer et youtubeur. Et on est un peu jaloux de sa collection de jeux vidéo. Et donc ça va être un vrai carton. Rayman s'écoule à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Et le véritable game changer, Ah, c'est vrai. c'est Assassin's Creed, sorti en 2007. Pour mieux vous rendre compte, Alors, juste pour vous donner ma take, c'est pas que j'aime pas Assassin's Creed, c'est que je n'ai jamais accroché un Assassin's Creed. Je crois que j'en ai lancé une fois et au bout de 15 minutes, j'ai pas trop compris le truc et j'ai fait genre, ok, tu vois, pas mon univers. Faut que j'en réessaye un, mais je sais pas lequel essayer. Mais genre, j'ai pas accroché du tout, encore. Assassin's Creed, c'est plus de 200 millions de ventes à date. C'est aussi l'inspiration pour le Pourtant, personnage qui l'univers a est très animé beau, la tu vois. cérémonie d'ouverture des JO 2024. Oh, Et cette Assassin's Creed qui musique, sont mais sortis. vraiment, c'était vraiment un énorme banger, ça je me souviens. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, c'était incroyable. Animé la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Et Assassin's Creed qui sont sortis, c'était aussi une révolution dans le sens où là, graphiquement, on allait beaucoup plus loin. On avait un open world. Et les open world, Ubisoft en a fait sa spécialité. Ils ont un savoir-faire indéniable en termes de conception d'environnement. Julie Le Baron est rédactrice en chef du magazine Canard PC. Comme beaucoup, elle trouve les anciens jeux d'Ubisoft excellents. Quand on lance un jeu Ubisoft, on sait qu'on va avoir un monde absolument sublime. Enfin, je veux dire, sur tous les Assassin's Creed, c'est vraiment hallucinant le détail qui est apporté, le soin. Ils ont aussi tout un département C'est vrai. avec des historiens qui vont vraiment s'assurer de la fidélité, mais vraiment c'est sur des détails assez hallucinants. Parfois, ça peut être vraiment sur l'orientation des fenêtres, parce que c'était comme ça vraiment au XIIIe siècle. Et voici quelques autres jeux mythiques d'Ubisoft. Far Cry, Just Dance ou encore Splinter Cell. Des bonnes ventes, un cours de bourse qui grimpe, absolument tout roule pour la boîte bretonne. En 2020, la crise du Covid-19 booste encore plus le studio. Bah oui, comme tout le monde est cloîtré à la maison, Ubi, Évidemment. comme ses concurrents d'ailleurs, vend beaucoup de jeux. C'est tellement bien le confinement. Il faudrait qu'ils mettent ça au moins une fois dans le mois. Ubisoft se hisse dans le classement très select des Big Four, aux côtés de Take-Two, qui possède Rockstar Games, l'éditeur de GTA, Electronic Arts, l'éditeur de FIFA, et Activision Blizzard, l'éditeur de Call of Duty. La jauge de vie d'Ubi est au max. Fin 2021, les 4 studios pesaient 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Depuis ses débuts, Ubi a bien grossi. Sauf que cette croissance, il va avoir du mal à la gérer. Déjà, les résultats exceptionnels de vente pendant les confinements ne durent pas. Et ça n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi. Bah, surtout, c'est évident. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des boîtes qui se sont basées sur les chiffres de vente qu'ils ont fait pendant le confinement pour dire ok, ça c'est la target de l'année prochaine. Mais c'est absurde. Enfin, c'était un moment unique où les gens étaient bloqués à la maison, ils ont beaucoup plus consommé de trucs dématérialisés. Enfin, évidemment, c'est une évidence que genre il fallait profiter, faire du pognon et engranger du cash que tu peux mettre de côté dans des projets et tout. Ok, mais ce n'est pas répétable, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire. Putain, la lumière du jour, quoi. Les gens achètent moins de jeux et ça se ressent sur le cours de bourse d'Ubisoft. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du jeu vidéo est une industrie financiarisée. Et donc, ce qui compte, c'est pas d'être en croissance. Comme tout, oui. C'est d'avoir une croissance qui soit au moins égale aux attentes des investisseurs sur le marché. Julien Pillot est économiste, spécialiste des industries Oui. créatives. Quand les marchés ont été habitués à des très gros niveaux de rentabilité, et notamment des niveaux de rentabilité qui ont été dopés pendant la période Covid parce que le jeu vidéo était l'un des seuls loisirs accessibles en un clic, eh bien, on a tendance à demander à l'industrie d'avoir des niveaux de performance qui soient au moins équivalents à ces années-là, qui étaient des années qui sont exceptionnelles, en fait. Bah, je suis d'accord avec lui, mais j'ai pas l'impression. Enfin, après, là, le pauvre, je suis en train de disséquer 2 phrases à lui qui a été montée dans une vidéo
vidéo, donc ça se trouve c'est pas ce qu'il veut dire, mais j'ai pas l'impression que les investisseurs demandaient ça, ou alors c'est qu'ils sont stupides. Enfin, je veux dire, c'est évident, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ubisoft est détenu en majorité par des actionnaires extérieurs à la famille fondatrice. Donc ça peut être autre, ça peut être vous, hein, parce que ils sont cotés en bourse, donc littéralement ça peut être du retail, des gens normaux qui ont des actions. Et ces actionnaires, ils mettent la pression. C'est le cas par exemple d'AJ Investments, un fonds d'investissement Qu'est-ce qu'ils ont slovaque actionnaire d'Ubisoft. En septembre dernier, cette société envoyait une lettre au studio pour exprimer son profond mécontentement face à ses résultats. AJ Investment appelle à revendre Ubisoft ou à élire un nouveau PDG. It's an opportunity to make millions. Mais est-ce que c'est en rapport avec la performance Covid, ça que je voudrais savoir? Ce fonds d'investissement est minoritaire, mais son appel a été soutenu par 10% des actionnaires. Si la fronde grandit, elle pourrait aboutir à la Donc chute pas beaucoup de d'Yves gens, Guillemot, l'actuel PDG. Et il y a un autre revers du succès. Plus Ubisoft vend des jeux, plus il embauche. L'entreprise ouvre des studios sur quasi tous les continents. Ubi a beaucoup grossi, peut-être un peu trop. On a des salariés chez Ubisoft qui sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que dans des studios de taille comparable aussi. Ubisoft, c'est le studio qui What? emploie le plus de salariés Je ne savais pas, c'est énorme. Oh la vache! au monde. Bien plus qu'Electronic Arts ou Activision par exemple. Ça, c'est la résultante d'un choix stratégique d'Ubisoft qui est 19 000. de maîtriser l'essentiel de la chaîne de valeur de la production, la conception et l'édition d'un jeu vidéo. C'est très honorable, mais est-ce que t'as besoin d'autant de monde en termes de taille? Genre quand je vois, par exemple, la comparaison qui me vient en tête vite, c'est Valve, parce que Valve est un peu dans le même délire de genre bonjour, nous sommes Valve, nous sortons un jeu tous les 15 ans, il est parfaitement contrôlé et tout, mais c'est plus une notion de temps, pas forcément de nombre de gens, parce que le problème du nombre de gens, c'est que c'est très bien d'avoir plein de gens, mais c'est très cher tous les mois, et pouvoir tanker cette charge récurrente, même dans des périodes où tu fais moins de pognon, et c'est complicado, quoi. On fait les dirigeants d'Ubisoft de façon historique, c'est plutôt que d'outsourcer beaucoup de choses, d'aller chercher des studios de développement indépendants et de les embaucher comme sous-traitants pour pouvoir mener à bien certains développements de jeux. Oui. Eux, ce qu'ils ont eu plutôt tendance à faire, c'est de développer des nouvelles équipes dédiées à de nouveaux projets ou d'acheter des studios éventuellement. Après, c'est pas forcément idiot, attention, moi je suis pas opposé au fait d'avoir des grosses équipes et tout machin, je trouve ça stylé, tu vois. Mais après, il faut le faire intelligemment, tu vois. C'est-à-dire que quand tu promets des jobs à 19 000 personnes, genre je comprends l'idée de genre on va tout internaliser, on va tout contrôler pour que ce soit parfait et tout, nickel. Bon, déjà, les résultats actuels montrent que ça marche pas quand même, quoi, tu vois. Même si c'est multifactoriel. Et surtout, genre, il faut voir tanker, parce que faut pas juste les payer un an, ces gens, faut les payer de manière récurrente pendant longtemps, donc tanker financièrement, quoi. Genre, c'est énorme, quoi. Pour les Guillemots, avoir toutes les compétences en interne, c'est un gage de qualité. Mais ça veut aussi dire qu'en cas d'échec commercial... Parce qu'en fait, quand tu internalises tout ça, tu crées de la valeur, techniquement. Parce que ça veut dire qu'en interne, tu as tout un tas de compétences, tu aurais outsourcé sinon. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais ça me paraît juste gigantesque, quoi. C'est plus compliqué. Contrairement à ses concurrents, Ubisoft ne peut pas se débarrasser de sous-traitants. Un autre piège du succès, c'est de vouloir faire toujours plus beau, toujours plus cher. Ubi n'y a pas échappé. On n'est pas on sait pas faire de petits jeux. Alors en business, ça s'appelle le problème Antoine Daniel. C'est-à-dire que tu vois, voilà, ils ont eu un problème typique, on l'apprend en école de commerce. Ils ont eu le problème Antoine Daniel. C'est-à-dire qu'on est dans les années 90, ils ont sorti What the Cut 28, What the Cut 29, What the Cut 30, et après voilà, ils veulent, c'est toujours plus gros, toujours plus fort, et il y a une limite. À un moment donné, c'est très difficile. Pas sûr de celle-là, mais en tout cas, je trouvais l'analogie rigolote. Toujours plus cher. Ubi n'y a pas échappé. On n'est pas on sait pas faire de petits jeux. Jocelyn Tridemi est level designer chez Ubisoft et délégué syndical de la FIECI CFE-CGC. Les jeux qu'on fait, plus cher qu'un film. On parle de jeux qui ont plus de 100 millions de fabrication. Et on parle juste de la fabrication du jeu. Il en faut presque autant pour le marketing. Ça veut dire que pour amortir le coût de ces jeux, il faut en vendre beaucoup. Tous ces jeux-là, j'y ai pas joué, mais j'ai hâte maintenant que j'ai la Steam Deck, je vais me les faire de fou là. Le catalogue Ubisoft, il y a des jeux vraiment qui m'intéressent. Je suis peut-être le seul, mais vraiment, genre, tu vois, Typical, Avatar, moi ça m'intéresse, Prom Dug. Ça veut dire que pour amortir le coût de ces jeux... Le Prince of Persia, là, apparemment, il est pas mal. Je pense que sur Steam Deck, c'est avec un banger aussi. J'ai hâte de tester en vrai. Il faut en vendre beaucoup. Sauf que pour les dernières sorties d'Ubisoft, le succès n'a pas été au rendez-vous. Et ça se ressent sur les résultats. Ubisoft est dans le rouge. Jusqu'ici, on vous a beaucoup parlé de la santé. Bon, après, il faut aussi toute raison garder. Bon, dans le cas d'Ubisoft, on sait maintenant que c'est compliqué, mais une boîte peut faire des années dans le rouge. Genre, c'est pas
grave, tant qu'elle a une capacité. En fait, une boîte, surtout de la taille d'Ubisoft, son pouvoir ne réside pas forcément que dans sa trésorerie. Il réside aussi dans sa capacité à se refinancer, notamment via les marchés, via des levées de dettes, via plein de trucs. Donc tu peux faire 1 ou 2 ans dans, tu vois, alors voilà, ils ont imprimé de l'argent ici, ils ont fait quelques années négatives, donc là ça commence à être un peu chaud quand même, faut quand même se bouger le cul, mais ça veut pas forcément dire ça tout seul que c'est catastrophique, c'est ça que je veux dire. C'est économique d'Ubisoft. Mais il n'y a pas que ça. L'entreprise rencontre aussi des difficultés sur le plan créatif. Par exemple avec Star Wars. Vraiment faites je suis désolé, je vais marteler ce putain de tambour pendant toute la vidéo, mais faites un putain de Rayman 4 par pitié quoi. Outlaws, foncièrement, le jeu en lui-même, il est pas mauvais, il est pas horrible, enfin, c'est surtout une formule qui a été vraiment éculée. Ce type d'open world comme ça. Par exemple, au niveau des missions, sur certaines missions, c'est amène-moi ça, va me chercher ci, reviens, va affronter tel groupe d'ennemis, voilà, avec des enjeux qui sont parfois pas forcément pour le joueur extrêmement intéressants. Le youtubeur reproche aussi au studio de faire des jeux de plus en plus longs. Un avis partagé par Julie Le Baron. Parfois ça se fait aussi alors au détriment du scénario. Conquerax et Julie, vous avez tellement raison, et je sais plus quel développeur disait ça. Peut-être que je suis en train de misattribute la quote et je suis navré si c'est le cas. Mais il y avait un gars que j'aime beaucoup qui je crois est développeur du jeu de Stanley Parable, je crois que c'est lui, qui disait en fait les studios ne savent plus faire des jeux qui rentrent dans le runtime normal. Peut-être que t'as une super idée créative et qui fait une super expérience de 1 heure et c'est un petit jeu que tu vas vendre pas cher parce qu'en fait t'as une putain d'idée qui marche trop bien dans 1 heure et les gens passent 1 heure incroyable. Et c'est très bien. Et tu vas le vendre de, je sais pas, 15 balles, tu vois, 20 balles à la limite. Et c'est un truc qui va vraiment, les gens vont être scotchés, vont dire waouh, c'était incroyable, machin et tout. Tout n'a pas à durer 65 heures. C'est pas grave. Si t'as tu vois, c'est pas grave. Au contraire, quoi. Et des dialogues, par exemple. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça fait longtemps que je me suis pas attaché à un personnage d'un jeu Ubisoft comme ça avait pu être le cas par le passé. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses, tellement de couches dans un jeu Ubisoft qu'ils peuvent pas tout bien faire. Résultat, des jeux qui sortent parfois buggés avec une impression de pas fini. Vous vous rappelez quand Lux... Bon, ça pareil, alors oui, bon, parfois il y a des bugs qui sont vraiment chiants et true, mais true and real, mais je trouve que les gens parfois forcent un peu avec ça parce que est-ce que ça fait pas aussi partie de la culture du gaming, notamment sur PC, de jouer à des jeux qui ont des petits bugs, des petits exploits, où tu tombes sous la map, où t'as une arme où tu tires et ça te balance dans le ciel et tout. En vrai, ça fait des clips Twitch gaulerie, c'est pas si grave s'il y a quelques glitches day one qui sont patchés ensuite, honnêtement, limite ça rajoute un peu de fun. Je trouve que les gens parfois en font un peu des caisses avec ça, IMO. Des jeux qui sortent parfois buggés avec une impression de pas fini. Vous vous rappelez quand Luke Skywalker se trouve face à un lézard qui le pousse dans la texture d'un rocher, ou quand Han Solo fait de la magie pour faire léviter son blaster? Les joueurs reprochent aussi à Ubisoft la multiplication des jeux à connexion obligatoire et la suppression de certains titres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si jamais le jeu disparaît ou que les serveurs ferment, et on l'a vu avec le cas The Crew dernièrement, oui. Qui est un jeu qui date d'il y a plus de 10 ans, hein, c'est vrai, mais dont les serveurs ont totalement fermé, et que ce soit en physique ou en dématérialisé, tu ne peux plus accéder au jeu, à cause de cette connexion obligatoire, je pense qu'il y a une perte de confiance de la part des joueurs. Bref, les joueurs, à la base alliés d'Ubi, se retournent contre lui. À tel point que certains refuseraient d'acheter les jeux du studio. Dans le milieu, on parle d'Ubi bashing. C'est peut-être ce qui explique les ventes décevantes du dernier Prince of Persia, The Lost Crown, pourtant très bien accueilli par la critique. Je crois que quand c'est brandé Ubisoft en ce moment, c'est un peu compliqué malheureusement. Bon, mais pourquoi Ubisoft n'arrive plus à sortir des jeux qui plaisent à ses joueurs? On souffre aussi des problématiques avec qu'ont les blockbusters par exemple au cinéma. Si on trouve une recette, on l'utilise et au bout d'un moment, ad nauseam, mais au bout d'un moment, en fait, on arrive au bout, on a usé le truc et donc voilà. Oui, alors c'est assez juste ce qu'il est en train de dire et moi j'appelle ça la jurisprudence Star Wars, puisque quand Disney rachète la licence Star Wars et qu'ils nous font leur espèce de timeline dans une conférence, on dit alors tous les 3 mois il va y avoir un Star Wars, puis il y aura la série animée aussi, puis il y aura le jeu vidéo, puis il y aura le truc machin, genre j'en peux plus, j'ai littéralement 30 ans, stop, genre voir un pur film Star Wars en mode tu te souviens quand il y avait les Star Wars, ah ouais trop bien, une fois tous les 4 ans, why not, mais genre la série du truc, le spin-off du machin, du et du coup je regarde juste plus rien en fait. Genre c'est extrêmement réel ce qu'il est en train de dire. Bref, les joueurs sont lassés de la recette Ubisoft. Ubisoft fait face à des problèmes d'organisation interne. L'entreprise est devenue tellement énorme que la communication circule mal entre les différents services.
C'est pas évident de trouver des moyens de communication quand on est 200 personnes. L'entreprise ne s'appuie plus sur les corps intermédiaires, c'est-à-dire qu'en fait, les communications sont forcément verticales. Je pense que ça entame l'engagement. C'est-à-dire En fait, les process déresponsabilisent les gens. Parce qu'en fait, on a une tâche, donc il suffit de la faire et je la passe à mon voisin, sans savoir ce qu'il va en faire. Et quand vous êtes arrivé, c'était pas comme ça? Ah non, enfin, c'était beaucoup plus roots, mais enfin, c'est difficile de comparer. Moi, j'ai fait des jeux, on était une cinquantaine, et puis là, maintenant, quand on fait un jeu, si on est moins de 400, c'est un tout petit jeu. Ce qu'il faut savoir. En fait, j'ai une question par rapport à ce qu'il dit, mais je pense que j'aurais bien aimé lui poser la question, parce que là, c'est un extrait, encore une fois, mais genre, j'entends ce qu'il veut dire, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est le cas dans toutes les boîtes, non? Enfin, tu peux pas avoir 19 000 employés et garder une relation très humaine en mode, tiens, je passe le modèle 3D à Didier et je sais exactement ce qu'il va en faire et tout. Vous êtes tellement que t'es obligé d'avoir un truc très processisé, très machin. C'est ça que j'ai du mal à voir. Mais peut-être qu'il a une réponse à ça, j'en sais rien, mais j'aurais bien aimé lui poser la question, je trouve ça intéressant. Je passe à mon voisin, sans savoir ce qu'il va en faire. Et quand vous êtes arrivé, c'était pas comme ça? En fait, par défaut, vous êtes 19 000, donc je vois pas comment on ferait autrement, tu vois ce que je veux dire. Ah non, enfin, c'était beaucoup plus roots, mais enfin, c'est difficile de comparer. Moi, j'ai fait des jeux, on était une cinquantaine, et puis... Imagine le bordel, il dit, genre, si on est 400 sur un jeu, c'est un petit jeu, imagine le bordel s'il n'y a pas de process très très bordé, et qu'il y a 400 personnes qui travaillent sur un projet. T'imagines le merdier? Déjà, quand tu fais un projet pendant tes études, où vous êtes 10 sur le projet, c'est le bordel, alors que vous êtes sur Discord. Imagine sinon, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et là, maintenant, quand on fait un jeu, si on est moins de 400, c'est un tout petit jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, Ubisoft pouvait compter sur des salariés hyper engagés. Tout n'était pas rose, loin de là, et on y reviendra un peu plus tard. Mais travailler pour Ubi, pour de nombreux employés, c'était une fierté. Cette fierté culmine en 2018 lorsque Vincent Bolloré tente de prendre le contrôle d'Ubisoft. Sans crier gare, le patron de Vivendi a racheté 10% d'Ubisoft et de sa filiale Gameloft et devient du même coup premier actionnaire. Le PDG Yves Guillemot se bat bec et ongle contre l'attaque du milliardaire jusqu'à ce que Vivendi se retire du capital. J'ai vu des soirées de Noël où notre PDG Yves Guillemot traversait 2500 personnes en train d'hurler son nom comme si c'était le Messie, quoi. Enfin, au moment où Bolloré essaye de rentrer dans le capital, on est sur ça, on est sur un culte de la personnalité avec des t-shirts I Believe avec les enfin, je pense qu'il y a 10 ans, il nous aurait demandé de marcher sur la braise, ça aurait marché, quoi. Aujourd'hui, Ubi ne peut plus vraiment s'appuyer sur la flamme de ses salariés. Les salariés, en fait, on a eu l'impression qu'à un moment donné, ils ont fait on est une vraie entreprise, en fait, quand même. Ils ont retiré les lunettes roses où on était tous gentils. Mais que s'est-il passé? À l'été 2020, Bloomberg, Libération et Numérama révèlent des témoignages accablants de salariés. Ils dénoncent du harcèlement et des agressions sexuelles de cadres dirigeants. La situation a déclenché une grosse crise de confiance. Les salariés ont perdu foi en leur direction, qui a couvert les faits. La direction, elle, en veut à certains salariés d'avoir parlé à la presse. Plusieurs têtes créatives accusées de harcèlement quittent l'entreprise. Parmi elles, Serge Asquette, Tommy François et Michel Ancel, le créateur de Rayman. Le créateur de Rayman. Depuis, la direction n'a pas vraiment réussi à redonner un cap éditorial clair à Ubisoft. Et ce n'est pas tout. Face aux mauvais résultats économiques, Ubisoft a lancé un plan de réduction des coûts de 200 millions d'euros sur 2 ans. Au menu, gel des salaires et des recrutements, et ce que la direction appelle attrition naturelle. Une expression ultra courante pour dire... Après oui, faut forcément qu'ils réduisent un peu les coûts pendant quelques temps, et puis gel des recrutements, de toute façon ils sont déjà 19 000, donc dans un sens, oui. On ne remplace pas ceux qui partent. En septembre dernier, la direction demande à ses employés de revenir au bureau au moins 3 jours par semaine, alors qu'elle autorisait jusqu'alors le 100% télétravail. La mesure déclenche un véritable... Je vais pas commenter là-dessus parce qu'on en a déjà fait tout un mieux de show avec les gars, mais moi personnellement, je trouve que le télétravail est réel ainsi que basé. Je ne comprends pas du tout le délire un peu de beaucoup de gros patrons de la tech notamment qui sont en train de faire une énorme truc anti-télétravail. Il y en a plein qui font des trucs en mode j'aime pas le télétravail et tout machin, il faut que je revienne au bureau. Alors je sais que moi j'ai une expérience que d'une toute petite entreprise qui est la mienne, qu'elle ne s'applique pas forcément à des grands groupes, mais on l'a vu appliquer dans des grands groupes. Certes ça marche pas à tous les postes, mais ça marche quand même avec beaucoup. Moi je trouve que le télétravail c'est vachement bien, que ça permet aux gens d'être dans l'environnement qu'ils veulent, et que quand tu bosses avec des gens qui sont motivés et qui ont envie de faire ce qu'ils veulent et tout machin, ça marche pas plus mal, quoi. Donc j'avoue que je comprends pas trop ce truc là personnellement, mais... Véritable séisme. Des centaines d'employés d'Ubisoft se mettent en grève. Évidemment. Après tous ces coups, la jauge de vie d'Ubi est bien basse. Ubi va-t-il s'en sortir ?
la direction réfléchit à des options radicales. Parmi elles, une sortie de bourse ou une... Pour le vivre en grande boîte, imposer le présentiel, c'est juste imposer d'être à la machine à café avec les autres alors qu'on a autre chose à foutre. C'est un peu mon opinion. Pralinas dans le chat, je suis assez d'accord avec toi en fait. Collaboration plus étroite avec Tencent, le géant chinois du jeu vidéo actionnaire d'Ubisoft. À plus court terme, Ubisoft mise tout sur la sortie de son prochain Assassin's Creed. Mais la sortie du jeu a déjà été repoussée 2 fois. L'entreprise fignole son jeu à fond. Cette fois-ci, elle espère vraiment ne pas décevoir ses joueurs. On va voir, hein. Ah. Si votre console vous laisse un peu de répit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des Échos pour d'autres business dramas. Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Eh ben, vous savez quoi, en plus, c'est dans le thème, comme j'ai jamais touché vraiment à Assassin's Creed, je testerai celui qui va sortir là en 2025. Comme ça, ce sera l'occasion. Comme c'est celui sur lequel tout repose en plus, ils vont sûrement bien le bosser. Je ne sais rien de ce jeu, mais tu sais quoi, je le testerai en live. Écoute, à chaque fois que je lance un jeu en live, il se passe la chose suivante. Donc je lance mon stream, les gens se disent ah, il y a Hardis qui est en live, on va sûrement parler de news et de trucs comme ça, trop bien. Ils cliquent, donc on est 100, 200. Je lance le jeu, les gens font ah, c'est pas un article, et on est plus que 8 en live. Donc malheureusement, non, je n'ai pas le droit de faire du gaming en live, malheureusement, sinon ça tank complètement ce qu'on fait. C'est pas un reproche du tout. La façon dont je l'ai dit à l'instant pouvait sonner comme un reproche, mais je comprends que je n'ai fait que ça, donc j'ai éduqué un peu les gens à venir que pour ça, c'est aussi de ma faute. Et je suis déjà libre de faire tellement de trucs créativement dans ma vie que vraiment je m'en remettrai. Hein. Mais juste factuellement, je peux pas faire ça parce que sinon, genre, ça tank tous nos chiffres, nos trucs, nos machins. Donc voilà. Go chaîne gaming. I mean, peut-être, mais j'avoue que si je fais une chaîne gaming un jour, ce serait une chaîne gaming en anglais parce que j'ai envie de tester d'autres trucs et que ça me permettra de faire d'une pierre deux coups. Et voilà. Mais en tout cas, juste pour finir ça, merci les échos. Je mets un pouce bleu et bien sûr. Je vous mets le lien dans le chat et je vous invite à faire la même chose que quand on utilise du matériel qui ne nous appartient pas. Et on dit merci, on envoie de la force, machin, parce que c'est bien ce qu'ils font. Donc voilà, je trouve ça très cool. C'est pas la première fois qu'on réacte à une vidéo de leur série là, elle est vraiment chouette, très très cool.